Ce rythme, vous le connaissez. Il est partout. Une caisse claire, puis une grosse caisse avec un léger contretemps, et on l'a. Ce rythme, c'est la colonne vertébrale du reggaeton. En une vingtaine d'années, il s'est hissé au sommet des charts, passant de l'extrême pauvreté des quartiers pauvres de Porto Rico au faste des cérémonies les plus prestigieuses de la planète. En 2023, parmi les 10 artistes les plus écoutés au monde, 4 étaient des artistes reggaeton. Le mouvement s'est répandu comme une traînée de poudre sur l'industrie musicale, à l'image du portoricain Bad Bunny, artiste le plus écouté sur Spotify pendant 3 années d'affilée, en 2020, 2021 et 2022. Aujourd'hui, c'est eux qui ont la place numéro 1 dans la musique. Aujourd'hui, tu es dans la rue, il va y avoir une voiture qui passe avec du reggaeton. Je suis déjà rentré dans une boulangerie où il y a du reggaeton. Je dis, mais c'est incroyable ça. Tant et si bien qu'aujourd'hui, c'est l'industrie musicale tout entière qui se retrouve influencée par une génération venue d'Amérique latine, une génération d'artistes qui revendiquent l'héritage d'une petite île perdue dans la mer des Caraïbes, Porto Rico. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment le reggaeton, cette musique volontiers qualifiée de vulgaire ou de superficielle, a mis le monde de la musique à ses pieds. Cette histoire, elle démarre avec un coup de pioche, à 1700 km de Porto Rico. On est en 1882 dans ce que sont encore les États-Unis de Colombie, et sous la direction d'un certain Ferdinand de Lesseps, la France fait un pari fou, relier l'Atlantique au Pacifique en creusant un raccourci, au nom aujourd'hui familier, le canal de Panama. Des travaux de plus de 80 km, titanesques pour l'époque, qui causeront la ruine de Ferdinand de Lesseps avant que les Américains ne reprennent le projet. Pendant 32 ans, jusqu'à l'inauguration du canal en 1914, des milliers de travailleurs venus des Antilles convergent vers le Panama, qu'ils voient comme un Eldorado qui les sortira de leur pauvreté. Je ne savais absolument rien du canal. Personne ne m'en avait jamais parlé. Jamais je n'aurais pu imaginer ce dont il s'agissait. Sur place, le travail est dur et les conditions déplorables. Glissement de terrain, paludisme, fièvre jaune. Plus de 20 000 ouvriers trouveront la mort au cours de la construction, ce qui est en fait encore à ce jour le chantier connu le plus meurtrier de l'histoire. C'est au cours de ces 30 années de chantier que de nombreuses familles afro-antillaises et notamment jamaïcaines vont prendre racine au Panama et créer une relation durable entre les cultures des deux pays. Et ce, jusqu'à la naissance d'un style qui va particulièrement exploser dans les années 70, le reggae. En plein essor en Jamaïque, les Panaméens vont saisir les codes et l'adapter en espagnol. C'est le début de la plena, le reggae en espagnol, qui va permettre pour des populations marginalisées de dénoncer la précarité et le racisme dont ils sont victimes. Mi nombre es Edgardo Franco, mejor conocido como el Ragamuffin General. Au début des années 80, des artistes panaméens vont récupérer des instrumentaux venus de Jamaïque et les accélérer un petit peu pour inventer ce qu'on appellera le dancehall. Y eran en 33 y nosotros lo acelerábamos a 45, porque era roots reggae y así fue como el reggae empezó a tomar un poquito más de movimiento. Au même moment, de l'autre côté de la mer des Caraïbes, dans le ghetto noir américain du Bronx, New York assiste à la naissance du hip-hop dans le sillage de deux artistes nés dans les Antilles, DJ Kool Herc et Grandmaster Flash. Et au milieu de tout ça, on a Porto Rico, bordé par deux mouvements contestataires, l'un en anglais, l'autre en espagnol. Les deux langues de cette île, ancienne colonie espagnole envahie par les États-Unis en 1898, avant que l'Espagne ne la concède au même titre que Cuba ou l'archipel des Philippines. Une société aux identités fragmentées où se côtoient des origines américaines, espagnoles, mais aussi africaines et amérindiennes, le tout placé sous la domination des États-Unis et qu'il demeure aujourd'hui. Porto Rico n'est toujours pas un État à part entière d'ailleurs, c'est un territoire relativement autonome, placé sous l'autorité d'un gouverneur, mais dont le président est le président des États-Unis. Puerto Rico, lying 1,000 miles from the mainland, is part of the Greater Antilles. Un statut hybride qui fait qu'à cette époque, Porto Rico, c'est une poudrière, prête à recevoir l'étincelle coordonnée du hip-hop au nord et du reggae au sud. Avec l'arrivée de la télévision câblée, San Juan, la capitale de Porto Rico, est scotchée sur MTV et la jeunesse portoricaine va se retrouver dans les thématiques abordées par le hip-hop. Tout particulièrement dans les caseríos, ces quartiers d'habitat précaires où sont entassées des populations pauvres et où la criminalité fait rage. Dans les milieux underground de la capitale, on commence à organiser des battles sur le même modèle que les soirées qui ont vu naître le hip-hop dans le Bronx. La jeunesse s'y bouscule pour venir y dénoncer les conditions de vie marquées par la précarité, le racisme et l'omniprésence du trafic de drogue. Ese fue el inicio. Pues todas estas problemáticas a las que los estados y las instituciones no toman en cuenta pues algo tan sencillo como el acceso a la educación y encontrar un buen trabajo, ¿no?
Côté sud, l'étincelle, elle va venir d'un son. Ce titre du Jamaïcain Shabba Ranks va avoir un succès phénoménal. Et logiquement, quelques mois après sa sortie, il va avoir le droit à sa version panaméenne en espagnol, portée par le général. Le succès va être tel que dès lors, ce rythme-là, on va l'appeler le dembow, et ça va devenir un exercice de style de poser dessus. Et c'est parti, le dembow arrive à Porto Rico, où il rencontre le hip-hop underground de San Juan, le reggaeton est né. Et comme toute musique populaire et contestataire, eh ben, ça va pas forcément être du goût de tout le monde. Car dans une société portoricaine où 96% de la population est chrétienne, les couplets sur le crime, la drogue et le sexe, eh ben c'est hors de question. Pas de radio, pas de concert public, le reggaeton se propage à coups de cassettes sous le manteau, autour du point de rendez-vous de cette jeunesse portoricaine, la discothèque The Noise, où une poignée d'artistes clandestins va poser les jalons d'une culture reggaeton qui déjà se veut internationale. Santo Domingo, Venezuela, México, Cuba, Miami. The Noise sortira des mixtapes, des enregistrements de ces soirées qui vont littéralement inonder l'île. Des magasins de musique aux sorties des écoles, ils écouleront plus d'1,5 million de copies, pour un territoire de 3 millions d'habitants. Et avec de tels volumes, ça commence à être compliqué d'être discret. En arrivant dans les mains des enfants, c'est les parents qui, à travers la porte, vont commencer à écouter les paroles de ce style, et ça va pas leur plaire. En 1995, le gouvernement de Pedro Rosselló, qui s'était notamment fait élire sur la promesse d'éradiquer le crime en ciblant les habitants des caseríos, ordonne à la police de saisir toutes les copies des enregistrements de reggaeton en circulation. Les élèves sont fouillés à la sortie des écoles, les disquaires sont perquisitionnés, et la clique de The Noise se retrouve au tribunal. En réalité, ça n'est que le début, parce que contre toute attente, The Noise va gagner le procès. Le juge estime que la police a agi sans base légale et elle se retrouve contrainte de restituer tous les enregistrements. Et avec un coup de pub comme celui-là, à partir de 1995, plus personne ne va ignorer l'existence du reggaeton à Porto Rico. Comme un bras d'honneur au gouvernement, les DJ vont se mettre à tourner des clips, chacun plus provocateur que les autres, et qui vont mettre au premier plan une danse qui donne encore des boutons à certains, le perreo. El perreo, c'est la danse du reggaeton, c'est danser collé. Ça vient de perro, perra, de chien ou chienne, et ça imite quand ils sont collés et ils font l'amour. Le gouvernement accuse les DJ de vouloir pervertir la jeunesse, tandis que pour les DJ, les clips se révèlent être un excellent moyen de populariser leur musique. L'abuelito quería ver el video, aunque l'abuelita no. Et s'il y a bien une grand-mère pour qui la pilule a du mal à passer, c'est Velda. La mujer, pues, estruja sus glúteos contra las genitales del hombre. Velda González, c'est une ancienne gloire du cinéma portoricain. Très populaire à San Juan, elle est élue sénatrice entre 1981 et 2005. Et Velda, le reggaeton, elle aime pas trop. La sénatrice va entrer en croisade contre ce qu'elle voit comme un danger pour la jeunesse. Elle va aussi traîner au tribunal l'un des réalisateurs de ses clips, DJ Flaco. Et là, ce qui aurait pu signer l'arrêt de mort du reggaeton va en fait être son plus gros tremplin. Parce que ce procès, qui se convertit rapidement en un match reggaeton contre gouvernement, il va rameuter un paquet de journalistes. MTV et ABC aux États-Unis, la BBC au Royaume-Uni. Ces chaînes vont suivre le procès et peu à peu, à New York, à Londres, à Miami, on commence à s'intéresser à ce style sulfureux qui défie l'autorité du gouvernement. DJ Flaco perdra son procès. Le gouvernement jubile, se croyant enfin débarrassé de cette engeance démoniaque des tréfonds de San Juan, loin de se douter que c'est le monde qui est sur le point de s'embraser. En 2004, Daddy Yankee sort Gasolina. Le titre va faire exploser la scène reggaeton à l'international. Pur produit des caseríos de San Juan, Daddy Yankee s'invite dans le top 10 des singles les plus écoutés aux États-Unis et au Royaume-Uni où le procès de DJ Flaco avait été couvert, mais aussi en Suisse, en Norvège, jusqu'en Italie et au Danemark, où il atteint même le top 2. Cambió la música, no la música latina, la música a nivel mundial. Introdujo una cultura, estableció, ¿verdad?, el reggaetón a nivel mundial y en realidad estamos viendo los frutos de eso. Jusqu'alors, les rares artistes latinos à avoir une carrière internationale cherchaient à s'adapter aux normes de l'industrie musicale américaine en traduisant les chansons jusqu'à puiser dans la même esthétique. Et Shakira aussi, qui a été une des pionnières à chanter en espagnol, mais elle faisait toujours deux versions. Daddy Yankee va ouvrir un créneau à une nouvelle scène musicale qui chante en espagnol et qui impose au monde entier les codes de la musique d'Amérique latine, à commencer par le dembow. Il a ouvert la voie à plein d'autres artistes portoricains et aussi latino-américains qui se sont lancés dans le reggaeton. Je l'explique beaucoup par leur talent, tout simplement, et peut-être aussi à une évolution des mentalités dans les autres continents qui se sont sentis prêts finalement à accueillir cette musique et cette culture. Daddy Yankee, que ya era consolidado, que abrió este reggaetón comercial, empezó a hacer
colaboraciones con cantantes no tan conocidos de reggaetón. Y eso fue lo que empezó a abrir como esta idea de la colaboración, que no son cantantes tan individuales, sino que se abren para que otros cantantes del mismo género pues empiecen a darse a conocer y pues tengan pues también su espacio, tanto hombres como mujeres. L'un des meilleurs exemples de ces collabs à la portoricaine, c'est l'album Doce Discípulos de Eddie D, qui sort la même année que Gasolina. Au total, 12 têtes d'affiche de la scène reggaeton vont participer à ce projet. Doce Discípulos, les 12 disciples, c'est le très organisé de Jul avant l'heure. Un album autoproduit de 18 titres qui se termine sur un son de bande, Quítate tú pa poner meilleur, littéralement « pousse-toi de là que je m'y mette », et avec cette dernière phrase qui conclut l'album. Et ben demain, on y est. En 2017, Daddy Yankee, encore lui, et Luis Fonsi vont faire péter les scores avec Despacito, qui reste encore aujourd'hui la vidéo la plus vue au monde sur YouTube hors contenu pour les enfants. Aujourd'hui, c'est l'Amérique latine qui mène la danse, à tel point qu'en 2020, quand les Black Eyed Peas, groupe majeur de ces 20 dernières années, reviennent avec un nouvel album, ils vont partager l'affiche avec 8 artistes de la scène reggaeton. L'album s'appelle carrément Translation, traduction, et contient 15 titres avec des paroles en espagnol. Et ça continue. The Weeknd avec Rosalia, Madonna avec Maluma, Gims avec Maluma. Les artistes installés se mettent à rouler les airs pour rester dans l'air du temps. Ils ont aussi su créer au fur et à mesure des personnages. Je pense à Bad Bunny notamment. Je trouve que Bad Bunny a vraiment su se caler dans ce que voulaient les jeunes de la planète, comme si c'était un modèle de ce à quoi on aimerait s'identifier, tu vois. C'est quelqu'un qui sait arriver à les problématiques actuelles, à la société d'aujourd'hui. Il fallait quelqu'un comme Bad Bunny pour déconstruire tout ça et pour avoir un autre regard aussi et des nouvelles façons de peut-être de faire du reggaeton. Et donc ce rythme, eh bien, il est parti pour rester. Perren, un poquito, collez-vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir Pigé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, ça fait une vraie différence. Petite nouveauté, on va ouvrir un compte de financement participatif, donc si vous voulez soutenir financièrement Pigé, eh ben n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Encore merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Pigé.